1968, New Delhi. Alors que l'armée coloniale anglaise assiège la ville, les différentes factions rebelles se livrent une lutte à mort pour le contrôle des quartiers. L'Inde, dernier joyau de l'Empire britannique, est à feu et à sang. Au siècle précédent, Gandhi, jeune avocat luttant pour les droits civiques, a été assassiné, lynché par une foule en colère. Sans lui, l'Inde n'a jamais réussi à trouver la voie de l'indépendance. Les communautés religieuses, elles, sont désormais plus divisées que jamais. Aujourd'hui, la situation est hors de contrôle. Hindous et musulmans se livrent une lutte sans merci, sous les yeux impuissants de l'armée britannique. Mais tout ceci n'est jamais arrivé. En 1896, un petit grain de sable va sauver Gandhi et lui permettre de diffuser son message de non-violence. Notre histoire n'est qu'une suite d'événements incroyables. Chacun de nous peut en changer le cours. La plus infime de nos décisions peut influencer l'avenir de l'humanité. Et connaître le passé, c'est anticiper l'avenir. Vous écoutez L'effet papillon quand l'histoire bascule. Gandhi, la force de la volonté. 26 mai 1893. Gandhi, jeune avocat inscrit au barreau de Londres, est brutalement expulsé d'un train sud-africain. 13 janvier 1897, un groupe de manifestants en colère agresse Gandhi et sa famille, puis menace de le pendre à un arbre. Mars 1930, Gandhi se lance dans une grande marche à travers l'Inde. Il est suivi par des dizaines de milliers d'Indiens. Ces trois événements sont des moments clés de la vie de Gandhi et de l'émancipation de l'ancienne colonie britannique, l'Inde. Inde, 1858. Il y a tout juste un an, des soldats indiens de l'armée de la Compagnie des Indes britanniques se sont mutinés. La rébellion sanglante s'est rapidement étendue. La réponse des Anglais a été impitoyable. Aujourd'hui, les derniers îlots de résistance sont en train de tomber. Pour l'exemple, certains leaders sont exécutés au canon. L'Inde est l'un des plus anciens foyers de peuplement du monde. À l'ouest, un passage dans les montagnes a permis à de nombreux envahisseurs de pénétrer dans la vallée de l'Indus, fleuve qui a donné son nom à l'Inde. L'histoire de la région est celle d'une succession d'empires comme celui d'Ashoka, aussi vaste que l'Empire romain à son apogée, ou encore celui des Gupta, véritable âge d'or indien. Cependant, jusqu'au XVIIe siècle, aucun empire n'est parvenu à contrôler totalement ce territoire aussi immense que complexe. Du nord au sud, il n'y a pas une Inde, mais des Indes. Le territoire compte une infinité de variantes dans les croyances et les pratiques. Parallèlement, la civilisation indienne a constitué au fil du temps un système social inégalitaire fondé sur les castes. Une séparation stricte et imperméable de la société en groupes d'individus distincts et fortement hiérarchisés. Tout en bas de cette pyramide sociale, une dernière catégorie de personnes, les intouchables, est mise au banc de la société. Au XVIe siècle, alors que les Portugais commercent déjà activement avec le sous-continent indien, la région est dirigée par un descendant de Gengis Khan. C'est l'Empire moghol. Dès le début du siècle suivant, les Britanniques viennent concurrencer les Portugais. Le 31 décembre 1600, à la City de Londres, des entrepreneurs ont fondé la Compagnie anglaise des Indes orientales. Pendant que, miné par les guerres, le pouvoir moghol s'effondre, la compagnie étend son réseau d'influence. En échange de la protection britannique, de nombreux princes indiens lui accordent de larges privilèges. Le commerce s'intensifie, la route des Indes devient un flux continu de richesses reliant l'Angleterre à ses comptoirs indiens. D'immenses plantations produisent une grande quantité de coton, expédié ensuite par bateaux entiers en Angleterre, où il est tissé dans de vastes manufactures. Sur les marchés, les Indiens ne trouvent bientôt plus que des vêtements anglais. Petit à petit, c'est toute l'économie traditionnelle indienne qui disparaît. 2 siècles plus tard,
l'entreprise commerciale est solidement implantée, impose de lourdes taxes et dispose de ses propres armées. La compagnie règne sur un immense empire commercial. Mais après la révolte de 1858, elle est dissoute et l'Inde passe directement sous le régime de la couronne. Victoria, reine d'Angleterre, devient impératrice des Indes. C'est la naissance du Raj britannique. Bienvenue dans la mémoire de l'humanité. Tous les événements de notre histoire, aussi infimes soient-ils, y sont mémorisés et interconnectés. Il suffit d'en changer un pour bouleverser tous les autres. Ici, nous pouvons contrôler le temps, analyser et comparer des milliards d'événements pour réécrire l'histoire à l'infini. Par exemple, repartons au milieu du 19e siècle, en pleine époque victorienne. Du haut de son empire, le Royaume-Uni est la première puissance mondiale. L'Union Jack flotte sur tous les continents. Cependant, tous les habitants de l'Empire n'en sont pas citoyens et n'ont pas le même statut. Les Anglais sont persuadés de la supériorité de leur société sur les autres. En Inde, ils s'accommodent parfaitement du système des castes. Les Anglais se contentent de se placer au-dessus des autres. Dans d'autres colonies, comme en Afrique du Sud, la condition des Noirs est particulièrement humiliante et dégradante, tandis que celle des Asiatiques est à la limite de l'esclavage. L'Empire repose sur une profonde inégalité. 26 mai 1893, Afrique du Sud. Cet homme, jeté hors du train comme un malpropre pour avoir osé s'asseoir dans un compartiment de première classe, est profondément humilié. Mais qu'a-t-il pu bien faire de mal, lui, ce gentleman, avocat inscrit au barreau de Londres? Ici, ni ses diplômes, ni son éducation anglaise ne pèsent lourd dans la balance. Aux yeux des colons blancs, il reste un coulis, un de ces trop nombreux immigrés asiatiques, et rien de plus. Il s'appelle Mohandas Karamchand Gandhi. Et cette mésaventure vient de le changer pour toujours. Jamais plus, il ne tolérera ce genre d'injustice. Venu dans cette colonie d'Afrique du Sud pour travailler, il ne tarde pas à être confronté à la réalité. Ses compatriotes sont ici réduits à la condition d'esclaves, employés par milliers dans d'immenses plantations. Dans cette colonie anglaise, quelques milliers d'Européens blancs exploitent sans restriction des dizaines de milliers d'Indiens et des millions d'Africains. Cette réalité brutale fait sortir ce jeune avocat de sa réserve. Dès 1893, il commence à défendre des travailleurs indiens maltraités par leurs employeurs blancs. Le 22 mars, il découvre qu'un projet de loi visant à supprimer le droit de vote des Indiens est en préparation. Aussitôt, il se lance dans une grande campagne de contestation. Pour les Britanniques, le nom de Gandhi commence à être associé à celui d'agitateur. 19 décembre 1896. Après un court séjour en Inde, Gandhi est de retour en Afrique du Sud avec sa famille. Mais, arrivé au port de Durban, les autorités placent le navire en quarantaine pour raisons sanitaires. Curieusement, les Européens, eux, obtiennent l'autorisation de débarquer. Certaines rumeurs, en ville, vont même jusqu'à dire que Gandhi ramène volontairement la peste en Afrique du Sud. Sur le quai, une foule de manifestants hurle des injures et des menaces de mort aux passagers indiens. Gandhi comprend que ce qui est mis en quarantaine, c'est lui. Il obtient finalement l'autorisation de descendre à terre avec sa famille, mais uniquement de nuit et escorté par la police. Une fois sur le quai, des manifestants sortent de leur cachette et se précipitent sur le petit groupe. La situation dérape rapidement. C'est alors que la femme du chef de la police, qui rentrait en calèche d'un dîner en ville, assiste à la scène. Elle se précipite et, brandissant son ombrelle, protège de son statut la pauvre famille indienne.
Escorté par la Lady, sous les cris de la foule en colère qui exige qu'il soit pendu, Gandhi et sa famille s'en sortent in extremis. Nous venons d'arriver à un point de divergence. Un point de divergence est un événement clé, un carrefour dans notre histoire où notre monde peut basculer d'un côté ou de l'autre. Gandhi vient de miraculeusement échapper à une foule prête à le lyncher. Si la lady anglaise ne s'était pas interposée, l'avocat aurait sûrement terminé au bout d'une corde. À cette époque, son nom et son action étaient déjà très connus en Afrique du Sud, mais aussi en Inde. Son élimination violente aurait servi d'avertissement à tous ceux qui auraient pu être tentés de reprendre le flambeau de la contestation. En Inde, sans Gandhi et son influence pacifique, il est très probable que les tensions entre Indiens et colons britanniques auraient progressivement atteint leur paroxysme, entraînant le pays dans une spirale de violence. Nuit du 5 août 1904. Gandhi n'arrive pas à dormir. Il ne cesse de repenser à ce qu'il a lu plus tôt dans la journée. Un livre brillant d'un certain John Ruskin. Dans cette œuvre très critique du système économique, l'écrivain anglais rappelle que la production des biens et des richesses met en présence des êtres humains et que tout ne doit pas être sacrifié aux intérêts financiers. Ces idées se rapprochent de l'ahimsa, concept religieux hindou selon lequel la vie présente en toute chose doit être respectée. Cette intense réflexion pousse l'avocat militant à adopter ces nouvelles idées et à les mettre en pratique au quotidien. Son style de vie en est profondément modifié. Pensant que l'on mange souvent trop au détriment de ceux qui ne mangent pas à leur faim, il montre l'exemple et commence à jeûner régulièrement. Il se coupe lui-même les cheveux et nettoie ses latrines. Pour lui, il n'y a pas de basse besogne et tout être humain doit subvenir seul à ses besoins. Trop souvent témoin de violences faites aux femmes, il associe la sexualité à la violence et fait vœu de chasteté. Impressionné par le combat des femmes anglaises pour obtenir le droit de vote, il jette les bases d'une nouvelle doctrine d'action basée sur la désobéissance civile et la non-violence, le satyagraha. Dire non à l'injustice avec fermeté, réagir publiquement et souvent illégalement, mais toujours sans aucune violence, puis assumer les conséquences de ses actes. Le 31 janvier 1907, lorsque le gouvernement décrète que tous les Indiens devront désormais être enregistrés auprès des autorités et pouvoir en permanence justifier de leur identité, Gandhi va avoir l'occasion de tester sa méthode. Devenu un leader influent, il propose à tous les Indiens d'Afrique du Sud de ne pas coopérer. S'ensuivent des milliers d'emprisonnements, dont Gandhi lui-même. Le 16 août 1908, sur une place publique et sous les yeux de la police, il va plus loin et convainc des milliers d'entre eux de brûler leurs certificats. Roué de coups, il finit une nouvelle fois derrière les barreaux. La réponse britannique, brutale, fait écrire à Gandhi qu'il a trouvé la source du mal. La civilisation occidentale et la modernité. En 1913, il obtient l'annulation partielle de la loi et décide de rentrer en Inde l'année suivante. Force ou violence? Gandhi endure les coups et l'humiliation sans répondre. De son point de vue, c'est faire preuve d'une grande maîtrise de soi et donc de force morale. Lorsque Gandhi mène une grève de la faim, les Indiens y voient une preuve de sa détermination. D'un point de vue anglais, c'est un signe de faiblesse et de lâcheté. Les Britanniques, malgré une présence de 2 siècles sur le sol indien, ne comprennent toujours pas le fonctionnement de la société indienne. Ils répondent aux protestations par des démonstrations de force. Winston Churchill ira jusqu'à qualifier Gandhi de fakir séditieux et malpropre. En 1981, 70 ans plus tard, les Britanniques aborderont les grèves de la faim de la même façon lors du jeûne politique mené par les républicains irlandais.
Après 66 jours de grève de la faim, l'activiste Bobby Sands mourra sans avoir réussi à faire plier le gouvernement anglais. L'action non violente de Gandhi va-t-elle aboutir ? 9 janvier 1915. Gandhi débarque à Bombay. L'accueil fait par ses compatriotes est triomphal. On attend qu'il prenne la tête du Congrès indien, le parti politique qui vise l'indépendance. Mais il vient de passer 21 ans en Afrique. Il ne connaît plus vraiment son pays natal. Il commence par entreprendre un grand voyage à travers l'Inde. Il se rend compte alors que la situation est bien plus sombre qu'il ne pensait. La misère est partout. Les Britanniques se sont accaparés les ressources du pays. Les famines y sont fréquentes. Les populations entassées dans des taudis. L'Inde misérable a perdu sa dignité. Gandhi décide de passer à l'action. Il fonde un ashram, sorte de monastère, où il va former ses disciples à la non-violence. On commence à l'appeler Bapu, le père, puis Mahatma, grande âme. Au début, il tâtonne beaucoup. Il ne sait pas exactement quelle méthode employer. Le 30 mars 1919, il obtient ses premiers résultats en organisant une grève générale nationale. L'Inde entière répond à son appel et durant toute une journée, le pays est complètement paralysé. Cette démonstration de force lui vaut un nouveau séjour en prison. Des manifestations de soutien éclatent aussitôt. 13 avril 1919. Le général britannique Dyer décide de donner, selon ses propres mots, une sacrée bonne leçon aux Indiens. Il ordonne à ses hommes de tirer droit dans une foule pacifique et désarmée, sans sommation. Fusils modernes à répétition contre des innocents, hommes, femmes et enfants. Le carnage est effroyable. Gandhi, sidéré, perd alors ses dernières illusions sur la légitimité du gouvernement britannique. Son objectif, jusqu'alors limité à plus de droits pour les Indiens, devient l'indépendance complète. Il prend la tête du Congrès et présente aussitôt son programme. Boycott des écoles britanniques, des tribunaux, des produits anglais, puis des impôts que l'on ne paye plus, de la police et de l'armée que l'on déserte. Gandhi peut compter sur plus de 300 millions d'Indiens. Les Britanniques sont moins de 100 000. Ils n'ont que la force à opposer. La répression systématique est d'une violence inouïe. En mars 1930, les autorités britanniques apprennent que Gandhi s'est lancé dans une marche de 400 km à travers le pays en direction de la mer. Son objectif est de contourner la loi obligeant les Indiens à n'acheter que le sel britannique et d'aller le récupérer lui-même sur la plage. Ce ne serait pas si grave s'il était tout seul. Mais Gandhi entraîne avec lui des dizaines de milliers d'Indiens. Une marée humaine submerge les interdits britanniques. Plus de 60 000 personnes sont arrêtées et jetées dans des prisons saturées. Mais rien n'y fait. Pour Gandhi, ce n'est que le premier acte d'une longue période de lutte qui le voit traverser le pays de part en part, toujours sans violence, parcourant inlassablement les campagnes pour rallier toujours plus d'Indiens à sa cause. En 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale, Gandhi lit sa déclaration « Quit India ». Le Premier ministre Winston Churchill écrase sans pitié ce qu'il juge être une sédition et fait arrêter tous les membres du Congrès. Plus de 1000 personnes sont sommairement abattues. Mais au lendemain de la guerre, sa défaite aux élections permet au Parti travailliste, depuis longtemps favorable à l'indépendance de l'Inde, d'accéder au pouvoir. Le temps semble être venu. Vivre ensemble. L'Inde est sur le point d'obtenir son indépendance. Mais cette émancipation s'accompagne de nouveaux défis. La société indienne est extrêmement complexe.
Par exemple, le système inégalitaire des castes y côtoie les interdits de nombreuses religions, notamment l'hindouisme et l'islam. Or, l'islam est à cette époque considéré comme incompatible avec l'hindouisme. Si les musulmans, majoritairement présents dans le nord, sont inégalement répartis sur le territoire, ils représentent environ 16% de la population, ce qui en fait la minorité la plus importante de l'Inde. Les tensions entre les deux communautés sont très fortes. Gandhi a déployé d'immenses efforts pour effacer les différends et conserver son pays soudé et uni. Le pouvoir britannique, au courant de cette faille dans la société indienne, s'en sert comme chantage dans les négociations. Si l'Inde devait un jour accéder à l'indépendance, ce serait au prix d'une division du pays. Diviser pour mieux régner. Churchill sur la touche, l'indépendance semblait être à portée de main. Mais le combat est loin d'être terminé. Un des meneurs indépendantistes, le musulman Jinnah, défend l'idée d'une séparation de l'Inde en deux pays. L'Inde aux hindous et le Pakistan, pays créé pour l'occasion aux musulmans. Pour Gandhi, cette partition serait une catastrophe et un terrible échec du vivre ensemble. À travers le pays, de plus en plus de troubles éclatent. Des hindous massacrent des musulmans exterminent des hindous. De chaque côté, des éléments se radicalisent. Gandhi est de plus en plus isolé. Nehru, son allié politique, fait tout pour sauver l'unité indienne face au double jeu de Jinnah. Tandis qu'il condamne officiellement les manifestations anti-hindous, Jinnah encourage secrètement les débordements. La partition de l'Inde devient inévitable. Le 15 août 1947, après des mois de tractations, l'indépendance est proclamée sous les cris « Victoire au Mahatma Gandhi !» Mais le vieil homme est absent. Écœuré, il n'a pas eu la force d'assister à ce jour de liesse populaire. La veille, il a vu son pays se déchirer en deux. L'Inde d'un côté, le Pakistan de l'autre. S'ensuivent d'immenses déplacements de population. Quittant leur maison indienne, des millions de musulmans rejoignent le lointain et tout nouveau Pakistan, croisant les files de réfugiés indiens, faisant le trajet inverse. Inévitablement, des heurts éclatent et dégénèrent en massacre. Gandhi parcourt inlassablement les campagnes, prônant désespérément la non-violence. Et il obtient des miracles. Sur son passage, les troubles cessent, mais recommencent souvent après son départ. Un an plus tard, sur le chemin de la prière matinale, un jeune nationaliste, persuadé que Gandhi est un traître pro-musulman, décide de l'abattre de 3 balles de pistolet. Hindous et musulmans, après des siècles d'histoire commune, entrent dans une spirale de conflits et deviendront des ennemis irréconciliables. Mais ceci est une autre histoire. Qui était réellement Gandhi ? Pour certains, il est le libérateur de l'Inde, le héros de la lutte anti-impérialiste. Pour d'autres, il est un guide spirituel, parfois comparé à Jésus-Christ. Sa lutte en faveur des femmes et des intouchables en fait un humaniste. Il est certain que les nationalistes indiens radicaux le considéraient, eux, comme un traître. Son indifférence pour le sort des populations noires d'Afrique du Sud font dire à certains qu'il était raciste. Mais une chose est sûre, il compte parmi les personnes qui ont considérablement marqué le XXe siècle. Martin Luther King avouera avoir été influencé par la pensée gandhienne. Lui aussi tombera sous les balles d'un extrémiste, tout comme Jean Jaurès ou encore Yitzhak Rabin. Aux heures les plus sombres de la lutte pour l'indépendance de l'Inde, alors que le pays était au bord de la guerre civile, ce petit homme, habillé d'un simple tissu, sera à lui seul plus fort
qu'une armée. Vous venez d'écouter L'effet papillon quand l'histoire bascule. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. L'effet papillon quand l'histoire bascule est une série de podcasts coproduite par Initial Studio, Madfilm et Triary Prod, adaptée de la série documentaire audiovisuelle Point de repère, coproduite par Madfilm et Triary Prod, créée par Pierre Lergenmüller et Jean Marc, et écrite et réalisée par Pierre Lergenmüller, avec les voix de Michel Roy et Karine Pinotto. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Alix Martineau.